Sénat et Groupama présentent La France qui réussit. Pour cette nouvelle émission qui a pour cadre ce magnifique club des chercheurs ici à la Cité universitaire de Paris, Public Sénat a voulu emmener ses caméras sur le terrain. Mais en même temps sur le terrain des idées, ces idées originales qui foisonnent, qui étonnent parfois et qui, lorsqu'elles sont portées par des personnalités, peuvent déboucher sur de réels succès. Mais attention, évidemment, La France qui réussit, c'est pas le journal des bonnes nouvelles, c'est encore moins un success story régional. C'est simplement la preuve par l'image qu'une belle idée originale, parfois contestée, parfois même contestable, peut, lorsqu'elle est soutenue, eh bien, déboucher sur des succès souvent inattendus et parfois même inespérés. Alors la France qui réussit, c'est par exemple Darwin à Bordeaux. Darwin, c'est un site dédié au développement économique responsable, à la transition écologique, à l'entrepreneuriat social, à l'activisme citoyen. Et puis c'est vrai aussi tout simplement pour les plus jeunes, à la détente, au sport et au loisir. C'est un lieu alternatif qui a trouvé sa place à Bordeaux, donc, sur les rives de la Garonne, sur le site d'une ancienne friche militaire. Le projet a été soutenu dès le départ par Alain Juppé et d'ailleurs, après ce documentaire, le maire de Bordeaux pourra largement nous en parler avec tout son enthousiasme autour de ce projet, Darwin, qui abrite aujourd'hui des entreprises, des restaurants, des cafés, qui accueillent des spectacles et qui chaque jour voit passer plus d'1 millier de personnes. C'est une réussite. On m'avait donné le nom d'un maréchal d'Empire. Je m'appelais Niel. À me regarder maintenant, on l'oublierait presque. Mais quand ils ont assemblé mes pierres les unes sur les autres, il y a 1 siècle et demi, j'avais un destin militaire. Ça, c'est moi, il y a de nombreuses décennies. Et ça, ce sont quelques-uns de mes souvenirs. Ceux qui m'ont habité, mes vieux compagnons d'armes anonymes. Avec eux, j'ai traversé les années. 3 républiques, 2 guerres mondiales. Les gens qui me parcourent aujourd'hui sont venus pour s'amuser entre amis. Écouter de la musique et profiter de la vie. Désormais, entre mes murs, les hommes ne viennent plus pour se battre. Ils viennent pour travailler, créer de la richesse et pour imaginer un monde où la nature serait préservée. Nous sommes en septembre et à la fin des beaux jours, j'accueille même, le temps d'une soirée, des artistes venus des 4 coins du monde. Le monde a changé et j'ai changé avec lui. C'est peut-être pour ça que l'on m'a donné un nouveau nom, celui d'un homme qui résume, à lui tout seul, cette faculté d'adaptation. L'armée m'avait construit en plein cœur de Bordeaux, rive droite, sur le quai des Quéries, au bord de la Garonne. À l'origine, je faisais face à l'industrieux port de la Lune. Chaque jour, sur la rive opposée, les dockers chargeaient et déchargeaient les marchandises.
les habitants de la ville ne s'aventuraient pas sur les berges du fleuve. Aujourd'hui, les navires porte-containers s'arrêtent en aval. Seuls quelques bateaux de croisière s'aventurent encore jusqu'au centre-ville. Les Bordelais, eux, reprennent leurs droits sur les quais. Ces deux-là, ce sont Francis Moreau et Brigitte Lacombe, les historiens de Bordeaux, des habitants de la rive droite. Parfois, comme aujourd'hui, ils quittent la Bastide, le quartier populaire de Bordeaux, et traversent le fleuve. Ils prennent leurs aises dans ce quartier bourgeois auquel ils n'appartiennent pas. Le fleuve, ils l'avaient presque oublié, puis il a reparu un beau matin, en plein milieu de la ville. Bordeaux, pour moi, c'était des rues, c'était des boutiques, c'était pas un fleuve en fait. Enfin, cette ville avait perdu son identité portuaire et j'avais pas du tout l'habitude de contempler la Garonne. Je ne la contemplais pas d'ailleurs. Je savais vaguement qu'il y avait un fleuve au milieu là, mais je ne m'approchais ni rive gauche ni rive droite, je n'allais pas au bord du fleuve. Si la Garonne a soudainement ressurgi dans la vie des Bordelais, c'est que le début du millénaire a vu la ville se bouleverser. Surnommée la Belle Endormie, elle se nettoyait de la pollution qui s'était peu à peu accumulée sur les façades. La place de la Bourse, la fontaine des Trois Grâces, devenait le centre de ce Bordeaux désormais classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Brigitte et Francis ont été les témoins de cette renaissance de la ville. Cette façade, elle est magnifique, cette façade 18e. Cette place de la Bourse, elle est... C'est vrai. C'est vrai. En plus, il y a toujours des belles photos à faire parce qu'en général, il y a le tram, il y a la statue, là, les Trois Grâces, et la façade derrière. Donc c'est vrai qu'on est gâtés. Autrefois, on ne pouvait même pas venir ici. Il y avait des grandes cries, on ne pouvait pas passer par-dessus forcément. Il y avait des vieux hangars. Tu te souviens qu'à un moment, ils les démolissaient les uns pour les autres. Tu te rappelles de ça quand même? Oui, voilà. Et les hangars servaient au stockage des marchandises qui arrivaient par bateau. Et ça a vraiment une autre gueule tout ravalé, quoi. Brigitte et Francis traversent le pont de Pierre. Longtemps, ce pont fut l'unique voie de communication entre les deux rives du fleuve. Ces deux-là n'appartiennent pas à ce Bordeaux qui s'étale luxueusement le long de la Garonne. Ils viennent de la rive d'en face, la rive droite, le quartier de la Bastide. Le patrimoine de la Bastide est très très riche. Surtout industriel. Pour Brigitte et Francis, les historiens de ce quartier, habiter la Bastide, c'est avoir chevillé au corps une certaine conscience de classe. La Bastide était le centre industriel de Bordeaux. C'était là aussi qu'arrivait le train en provenance de Paris. Du coup, le quartier s'était peuplé d'ouvriers et de cheminots qui parfois revendiquaient bruyamment leur identité laborieuse. Et puis, dans les années 60, les usines ont commencé à fermer et le trafic ferroviaire s'est tari. En 1980, la gare de la Bastide, l'une des plus vieilles de France, a définitivement fermé. À partir de la fermeture des grandes entreprises ainsi que de la gare, la baisse d'activité de la gare, les gens sont partis travailler ailleurs. Et quand les gens s'en vont, les commerces ferment et tout un quartier s'est retrouvé déserté. Et le quartier est tombé comme ça, en fin de compte, et il est resté en friche une vingtaine d'années sans que rien se fasse. La Bastide s'appelait le Petit Beyrouth. Tandis que la rive gauche s'offrait une nouvelle splendeur, la Bastide était livrée aux ravages du temps. Vandalisée, squattée, les vieilles usines tombaient en ruine. Alors, les murs du quartier se couvrirent de couleurs. Les graffeurs investissaient la zone. L'identité ouvrière, le prolétariat revendiqué, faisaient place à un nouveau mouvement, venu des cités. Sous les pavés de la Bastide, une nouvelle culture émergeait déjà. Et Brigitte a vu d'un bon œil cette nouvelle vague arriver dans le quartier. Ah ben tiens, Francis, tu te souviens quand j'habitais là? Ah, c'était oui. cool, hein? Le 113. Ouais.
Presque 3 ans devant et de l'autre côté aussi. Ce qui était génial, c'est tu vois, je buvais mon café le matin avec en face de moi la caserne qui était dans cet état-là, que j'ai vu brûler. Bonjour, que j'ai vu brûler plusieurs fois. 3 ou 4 fois par an, le toit brûlé. Bon, on voit des réparations, hein, voilà. Et cette caserne, je peux dire que je la connais à toutes les heures du jour et de la nuit et de toutes les saisons. Parce que je sortais, alors où il y avait du brouillard, où il pleuvait, où il y avait du soleil. La nuit, il y avait la lune qui apparaissait par les fenêtres. C'était un endroit magnifique. Je me souviens d'avoir, moi aussi, observé Brigitte chaque jour sur le palier de sa maison. Je l'ai vue s'interroger. Elle posait des questions sur mon histoire aux habitants du quartier. Les anciens lui ont répondu que Francis Moreau était l'homme qu'elle cherchait. L'ouvrier en retraite était devenu l'archiviste de la Bastide. C'était il y a 15 ans. C'est comme ça que ces deux-là sont devenus les historiens de la Bastide et les dépositaires de ma mémoire. Alors là, on retrouve la façade des quais vers l'avenue Thiers, le grand bâtiment avec les annexes. C'était le 57e, c'était le train. Les victoires et les défaites de l'armée française s'étalent sur les cartes postales collectionnées par Francis. Pendant la Grande Guerre, la caserne Niel abritait le 18e escadron du train, le fleuron d'une armée moderne et mécanisée. Les soldats de la Wehrmacht qui l'investirent pendant l'occupation en devinrent les prisonniers à la Libération. Et ses souvenirs des 30 Glorieuses évoquent les joies tranquilles d'un camp scout pour adultes. Le service militaire obligatoire anima la caserne Niel jusqu'à la fin du siècle. Ce qui s'est passé à la caserne Niel a dû se passer dans une grosse majorité de casernes en France. Ça a été l'abandon du service militaire obligatoire. Le dernier officier de l'armée a quitté mon enceinte en 2005. J'étais désaffecté. La nature reprit progressivement ses droits sur les structures des corps de mes bâtiments. La nuit, les enfants des voisins venaient avec des bombes de peinture. Couche par couche, ils me maquillèrent et me donnèrent l'aspect que j'ai maintenant. Enfin, je fus voué à être rasé. Puis un matin, j'ai vu cet homme déambuler dans ce qu'il restait de mon ancienne splendeur, l'air absorbé. Il s'arrêtait devant chacun des dessins de mes visiteurs nocturnes. Derrière ces étranges lunettes teintées, Philippe Barre semblait avoir de nouveaux projets pour moi. Il y a véritablement un effet de dépaysement quand on rentre dans cette caserne. Et c'est quelque chose que moi j'ai ressenti dès la première fois, qui m'a véritablement envahi et qui m'a donné la sensation qu'il y avait ici un terrain de possible qu'on n'avait pas ailleurs. Et du coup, cet effet de dépaysement, ça décloisonne les idées. Et ça, je crois que c'est véritablement un territoire propice à l'initiative et à l'expérimentation. L'étrange charme des lieux répondra aux questions auxquelles Philippe Barre faisait alors face. Quand il arrive pour la première fois dans la caserne Niel en 2007, il a 34 ans et il dirige déjà une société de communication. Son père, quelques années plus tôt, l'a laissé à la tête d'une petite fortune. Le jeune homme qui cache derrière des lunettes noires la perte de son œil droit se trouve devant un dilemme. Que va-t-il faire de sa fortune? Il pourrait voyager et vivre de ses passions pour les arts et les sports de glisse. Ou il peut enfin réaliser son rêve d'un nouveau lieu pour Bordeaux. Il y a une poésie dans ces ruines qui est assez chouette. Il y a un graphe qui est extraordinaire au fond. En fait, c'est un graffeur qui utilise les épaufrures des murs et qui laisse son imagination s'enrichir et divaguer. C'est aussi ce genre de création qui donne envie d'arriver à transformer ce lieu tout en y gardant sa part de poésie qui est due à la friche. Cette friche sera donc le lieu d'un tout nouveau projet. Car depuis quelques années déjà, Philippe Barre rêve d'un espace alternatif en plein cœur de Bordeaux. Un projet susceptible d'entraîner les Bordelais dans une nouvelle approche du vivre ensemble. C'est décidé, ce rêve prendra corps ici, sur les ruines de la caserne Niel.
Et parce que l'idée d'adaptation est au cœur de ce rêve, il choisit de rebaptiser le lieu. Ce sera Darwin, en l'honneur du célèbre naturaliste anglais, à l'origine de la théorie de l'évolution. Déjà, Philippe Barre fourmille d'idées sur ce que deviendra Darwin. Pour certains, ça va être une ruche pépinière d'entreprise avec les coworking. Pour d'autres, pour les gamins, ça va être un skatepark, Darwin. Pour d'autres encore, ça va être une dynamique urbaine nouvelle et d'un nouveau genre. Et voilà, donc de fil en aiguille, avec beaucoup d'autres, on s'est rassemblés autour de ce projet et je crois qu'on a réussi à enclencher une dynamique tout en ayant une certaine joie à le faire. C'est une petite équipe joyeuse donc, qui durant 5 ans travaillera d'arrache-pied sur les ruines de la vieille caserne. En 2012, Darwin ouvre ses portes. Je connais donc une nouvelle vie. Peu de lieux ont connu un destin aussi étrange que le mien. Ce matin, comme chaque jour, ce sont plusieurs milliers de personnes qui franchissent mes grilles. Autrefois, ces portes ne voyaient passer que des défilés en armes. Pendant des décennies, j'étais réservé aux uniformes. Aujourd'hui, ce sont tous les citoyens qui parcourent mes travées. Je suis devenu le nouveau terrain de jeu des enfants bordelais et la presse dit maintenant de moi que je suis un lieu branché. Autrefois lieu de stockage du matériel militaire, les magasins généraux ont été transformés en restaurants. La nouvelle adresse pour bruncher bio le week-end. Toute la société bordelaise s'y côtoie, la jeunesse dorée et les familles nombreuses. Bon, pour notre première fois à Darwin, les filles, on va aller se balader un peu partout, voir ce qu'il y a, les ateliers. Ce week-end, Karine et sa famille font partie des 300 curieux venus visiter le rêve de Philippe Barre devenu réalité. Chaque jour, en se rendant au travail, Karine et son mari Olivier passaient sur le quai des Quairies, en s'interrogeant sur ce drôle de lieu. D'ailleurs, adolescente, Karine, qui a grandi à la Bastide, faisait partie de ces jeunes qui venaient perdre leur temps dans les ruines de la caserne. J'ai vécu dans le quartier il y a plus de 20 ans, et c'était pas du tout comme ça. Et jamais j'aurais pensé qu'ils en fassent un espace culturel et ouvert et accessible à tout le monde en fin de compte. C'est grand en fait. Moi, avant de venir, je pensais pas que c'était aussi grand. Maureen, elle a dit que ça ferme super tard. Pour Maureen, la fille de Karine, le magasin général est un pays des merveilles. La petite fille de 8 ans s'amuse avec des objets rapportés du passé. Elle a presque du mal à imaginer que ce drôle de clavier vert ait pu un jour avoir un quelconque usage. Ah mais ça, c'est une vieille machine à écrire. Thunderwood. C'est une vieille marque, ça. Ça marche plus, je pense. Hein. En fait, on mettait une feuille de papier ici. Il y a des rouleaux d'encre qui tournent, en fait. Et tu tapes et c'est ça. Dans l'épicerie attenante au restaurant, les uniformes et les munitions ont laissé place aux étals de fruits et légumes bio. Les produits locaux et le commerce en circuit court sont favorisés. Maureen est d'ailleurs peu au fait des démarches écologiques. Du coup, c'est l'occasion pour sa maman de la sensibiliser. L'achat de lessive en vrac constitue une première leçon de consommation responsable. Au lieu de venir et de jeter tes emballages à chaque fois que tu achètes quelque chose, tu viens avec ton contenant, tu remplis de ce dont tu as besoin, comme produits ménagers, et tu repars avec ton contenant. Et comme ça, c'est toujours le même et ça ne fait pas de déchets. C'est écologique. C'est super, ça. Regarde, ça salé. Butternut. Butternut. Super bon, le pain. Oui. Ouais. Et du mini. Attention, hein, les mini, ils piquent vraiment beaucoup. Hein. Là aussi, les objets abandonnés reprennent une seconde vie. Super 30. Des 33 tours. Avant les CD, c'était ça. C'était des disques comme ça. Il y avait des tourne-disques. C'était des grosses machines et tu posais le disque dessus. On y va et on va aller visiter le reste. Ça marche. En accédant à l'artère centrale de la caserne, l'allée Cavalière, c'est un univers familier que retrouve Karine. Plus jeune, avec ses amis, elle venait braver les interdits pour quelques instants de liberté.
Désormais, ces graphes qu'elle redécouvre avec sa famille ne sont plus illégaux. J'adore ce graphe-là. Lequel, le requin? Pour Philippe Barre, un temps étudiant aux Beaux-Arts, conserver et entretenir ces œuvres d'art qui l'avaient séduit lors de sa découverte de la caserne, c'est participer à l'émergence d'une nouvelle culture. Cette caserne a toujours été pour lui un musée à ciel ouvert. La caserne regorge de graphes comme ça, plus ou moins baroques, plus ou moins poétiques, plus ou moins violents, plus ou moins graphiques. Et il y a une très très grosse richesse de création sur cet ensemble bâti. Sur les 3 piliers du développement durable, pour moi, il y en a un qui se rajoute, c'est la dimension culturelle autour des cultures urbaines, avec le graphe. Et c'est clair que pour moi, il était hors de question que l'on vienne avec un projet professionnel lisser tout ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, les filles? Le skatepark! Pour Maureen et sa copine Romane, les graphes font partie du décor naturel de cette ville ludique. Comme la plupart des enfants qui accompagnent patiemment leurs parents au restaurant, ce qui les attire, elles, c'est le skatepark. Bonjour. Bien se renseigner, c'est la première fois qu'on vient en fait sur l'espace et les filles voudraient essayer, on n'a pas de matériel et voilà. En 2012, lorsque Darwin a ouvert, il n'y avait pas encore de restaurant et pas encore d'épicerie. Le skatepark, que tout le monde appelle ici le hangar, était donc le premier élément de cette ville d'un nouveau genre. Tout naturellement, ce sont donc les enfants du quartier qui ont commencé à investir Darwin. Puis, peu à peu, les skateurs sont venus de toute la ville. Et certains, comme Maureen, y ont traîné leurs parents. Si Darwin a commencé par un skatepark, ce n'est pas tout à fait un hasard. Philippe Barre pratique le skate depuis l'enfance. Et puis, il avait une revanche à prendre avec ce projet. À l'âge de 15 ans, j'ai essayé de monter un projet de skatepark couvert dans une ancienne friche, une ancienne patinoire à l'abandon à Arcachon où j'habitais. Je l'ai porté devant le maire de ma commune qui m'a gentiment demandé d'aller jouer dans le bac à sable. Je l'ai même présenté à un ministre à l'époque qui était venu sur Arcachon, le ministre des Sports, Roger Bambuc, et je m'étais fait conduire assez énergiquement. Près de 20 ans plus tard, Philippe Barre n'avait pas oublié. Alors, quand la communauté urbaine de Bordeaux s'est mise à plancher sur un projet similaire, évalué à 6 millions d'euros, il a proposé son projet. Il pouvait enfin prouver qu'il pouvait faire mieux, pour 10 fois moins cher, dans le dernier bâtiment de la caserne qui tenait encore debout. Ce bâtiment en bac acier, il était vraiment voué à la destruction et beaucoup ne voyaient pas l'intérêt de le conserver parce qu'il n'a pas de dimension architecturale forte. Et moi, j'y ai tout de suite vu, parce que je suis skater, j'y ai tout de suite vu le potentiel pour y faire un skatepark à moindre coût. Autour du hangar, dans les différents bâtiments de Darwin, ce sont toutes sortes d'initiatives citoyennes, sportives, solidaires et éco-responsables qui viennent s'agréger sur le site. Des sports insolites, comme le roller derby, une course de patins à roulettes d'un genre un peu brutal. Les concurrents tentent de se projeter au sol ou de se faire sortir de la piste. Et derrière les bâtiments, les Darwiniens, comme ils se nomment, ont installé un jardin potager. La ferme urbaine, où poussent près du bitume des légumes cultivés selon des normes écologiques. Cette diversité des associations est au cœur de ce que Philippe Barre appelle l'écosystème Darwin. Et comme tous les écosystèmes en développement, Darwin devait coloniser son espace voisin, la Garonne. De l'autre côté du quai des Quéries, en face de la caserne Niel, le vieux chantier naval, mon voisin, construisait les bateaux destinés aux colonies. Au temps du Grand Empire français, j'envoyais mes soldats embarquer sur ces majestueux navires pour l'Algérie, l'Indochine et jusqu'en Océanie. Puis, comme moi, le chantier est tombé en décrépitude. Jusqu'à l'arrivée des Darwiniens. Le chantier naval est devenu une plage éphémère, où les Bordelais viennent profiter du soleil. Mais Philippe Barre avait une autre idée en tête. Étendre Darwin à la Garonne impliquait évidemment de naviguer sur le fleuve. Il propose alors un pied-à-terre en bordure d'eau à un club nautique, les Marins de la Lune. Le chef des Marins de la Lune, c'est lui, Julien Marcotte. Avec ses compagnons férus de voiles et de rames, il se prépare à une virée sur le fleuve. Là, mec. Tranquille ?
Les marins de la Lune veulent réconcilier les Bordelais avec la Garonne. Le fleuve pâtit d'une mauvaise réputation du fait de sa couleur marron. Le phénomène est pourtant naturel. La Garonne est un fleuve si violent qu'il agite en permanence l'argile de son lit. Du coup, il est difficile d'y canoter. On est quand même sur un fleuve, je dirais pas capricieux, mais qui a ses contraintes. Tout le monde ne peut pas les connaître comme ça du jour au lendemain, donc c'est aussi ce qu'on essaye de transmettre à travers les marins de la Lune. C'est que c'est un fleuve qui est largement navigable, mais il faut juste comprendre comment il fonctionne. Avec les marins de la Lune, Darwin a étendu son réseau d'associations jusqu'au cours de la Garonne. Désormais, avec son fleuve, c'est toute la ville que les darwiniens sont en train de réinventer. En devenant Darwin, j'ai montré un nouveau visage de la Bastide. Les habitants, si on les associe aux projets les plus fous, savent développer des initiatives surprenantes de créativité et viennent d'eux-mêmes participer à de nouvelles formes de citoyenneté. Pourtant, si je constitue maintenant un îlot en plein essor, au cœur de Bordeaux, je ne peux pas masquer qu'autour de moi, la crise économique frappe durement la ville. Depuis quelques années, le chômage a beaucoup progressé. Et avec lui, la confiance dans un certain modèle traditionnel qui pourtant autrefois avait fait de la ville une cité florissante. C'est à nouveau au bord d'un cours d'eau que commence peut-être l'histoire du renouveau économique inventé par Darwin. Un nouvel essor qui commence à 100 km du quai des Quéries, en Dordogne. Cette rivière, la Dronne, tire son prestige de sa biodiversité et du patrimoine culturel des 53 villes qu'elle traverse. Parmi elles, la petite commune de Saint-Aulay, aux portes du Périgord. Au-delà de son charme, la Dronne constitue un atout économique pour la commune. Derrière les vieux murs de cette maison se cache une centrale hydroélectrique qui profite du vif débit de la rivière. Consciente de ce potentiel, la mairie acquiert le vieux moulin en 2005. À présent producteur d'électricité, le maire, Yannick Lagrenaudy, a très vite suscité l'intérêt de fournisseurs d'énergie. Et voilà. Mais en fait, oui, parce que alors, la centrale, elle existe depuis 1904. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'elle a fourni de l'électricité pour l'éclairage public et donc a alimenté les premiers réverbères en 1904. Donc, Saint-Aulay, déjà, avait été alimenté en électricité grâce à la centrale hydroélectrique. Cette électricité qui alimentait autrefois les réverbères vient aujourd'hui remplir les caisses de la commune. Une énergie propre que le maire pourra vendre aussi longtemps que la Dronne traversera la commune. C'est ce qui a poussé Johan Didier à faire le chemin de Darwin jusqu'à Saint-Aulay. Johan est le jeune patron d'Enercop Aquitaine. Comme une coopérative agricole, cette société réunit des petits producteurs. Des producteurs d'énergie renouvelable. En consommation, ça représente entre 100 et 200 foyers, c'est ça, on est à peu près à 425 MWh à peu près par an. Donc c'est ça, c'est une 150aine de foyers par an, en moyenne, sans chauffage électrique. Justement, de pouvoir nous appuyer en fait sur... En France, Enercop est le seul fournisseur d'électricité qui propose une énergie complètement renouvelable. Par ailleurs, l'entreprise propose une démarche issue du commerce équitable. Comme pour les producteurs de café ou de cacao des pays en voie de développement, Enercop se fait fort de vendre aux Français une énergie au juste prix, qui rétribue équitablement les petits producteurs d'électricité hydraulique. Pourtant, les Français qui ont fait le choix de cette énergie écolo ne paient pas beaucoup plus cher pour s'éclairer. Un client Enercop va payer plus cher aujourd'hui son électricité. C'est de l'ordre de, pour un foyer moyen, c'est de l'ordre de 6 à 8 euros de plus par mois en fait. Mais comment c'est justifié? C'est justement qu'on essaie de monter en fait un commerce équitable pour que à la fois le surcoût pour le consommateur soit pas trop important, mais aussi le producteur puisse vivre de sa production. Chaque année, Johan reverse donc plus de 30 000 € à la commune de Saint-Aulay. L'entrepreneur se dirige maintenant vers les bureaux de sa société. Et c'est ici que Johan a établi son siège social. Car Darwin, ce n'est pas seulement une ville dans la ville pour divertir les Bordelais. Chaque jour, c'est plus de 600 personnes qui viennent travailler au sein de l'écosystème. 300 entrepreneurs, tous liés au développement durable ou à la transition écologique, ont, comme Johan,
décidé de s'implanter dans l'ancienne caserne. Déjà, c'est un lieu qui est dédié à l'entreprise, donc rien que ça, c'est un lieu dans lequel on se retrouve parce qu'on est une coopérative. Après, on partage quand même beaucoup de valeurs. Enfin, il y a une vraie volonté dans l'écosystème de démontrer ce qu'on est capable de faire en fait en matière d'intégrité. Et c'est pas un vilain mot en fait, c'est juste que du coup, on essaie d'être logique de A à Z dans toutes les démarches qu'on essaie d'entreprendre. Des entreprises qui se veulent intègres donc. Mais au-delà de cette dimension d'économie responsable, venir entreprendre à Darwin, c'est aussi pour Johan la garantie de trouver des clients pour son énergie verte. Désormais, Enercop Aquitaine fournit toute l'électricité qui alimente les activités de l'ancienne caserne. Quand vous mangez au restaurant, quand vous allez à l'épicerie, du coup, les réfrigérateurs, les vitrines, elles fonctionnent grâce à l'électricité fournie sur le réseau par Enercop. À Darwin, Enercop bénéficie d'un statut un peu particulier. C'est l'une des entreprises du campement. Lorsque la ville de Bordeaux décide de développer une pépinière d'entreprise orientée vers le développement durable et la transition écologique, elle choisit de faire appel à l'écosystème. En 2014, Darwin crée le campement avec au départ une vingtaine d'entreprises. Jean-Marc Gansil, l'un des 4 fondateurs de Darwin, choisit dès l'origine d'y accueillir Enercop. Enercop, on a une petite affection particulière, donc oui, effectivement, depuis le début, on essaie de jouer à plein l'effet réseau et l'aspect visibilité et notoriété de Darwin pour que ça serve Enercop. L'objectif des Darwiniens, c'est donc d'accompagner ces entreprises qui proposent un nouveau modèle de développement. Au sein de cet écosystème, vivent ensemble des entrepreneurs, des associations et des citoyens qui échangent des idées, des projets et leur énergie. Une partie du modèle économique de Darwin repose sur les partages, les mutualisations. Donc on a ici notamment des salles de réunion partagées, de la bureautique partagée, des espaces de travail partagés, des flottes de véhicules même partagés. Ça fait partie du modèle et aujourd'hui on accueille environ 600 travailleurs quotidiens, alors avec leurs visiteurs, qui utilisent tous ces espaces pour construire, j'espère, un petit bout de la société de demain. C'est autour de ce large bureau que s'imagine cette société de demain. Rangé dans un coin de l'espace, c'est le siège du groupe Evolution, le navire amiral de tout le projet Darwin. Créé par Philippe Barre et quelques acolytes en 2006, Evolution, c'est aujourd'hui 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, des projets pour l'avenir et des soucis du quotidien. Chaque fois qu'un problème émerge ou qu'une demande de solution est attendue, on est là pour y répondre, que ça soit basique. Les chiottes sont bouchées, ça arrive aussi, les Velux ne s'ouvrent plus, j'ai un problème de câble informatique, jusqu'à des choses beaucoup plus structurantes comme trouver un partenaire, résoudre un problème momentané de difficulté de loyer par exemple. Voilà. On est là pour accompagner cette respiration des entreprises et le bon fonctionnement du site et pour faire en sorte que chacun se sente bien dans cet écosystème et qu'il puisse travailler dans d'excellentes conditions en bénéficiant de la dynamique collective. Le travail en collectivité, l'entreprise en mode participatif, est mise en place chaque jour par les jeunes entrepreneurs du campement. Camille Lambrec a créé Someone, une marque de chaussures fabriquée à la main. Est-ce que tu aurais 5 minutes à nous accorder pour un petit brainstorming? Un petit projet. Ce matin, justement, il va chercher de l'aide dans la pépinière. Il fait appel à ses voisins chefs d'entreprise pour recueillir leurs réactions sur sa nouvelle collection. Au niveau des coloris sur les modèles, là, si vous deviez en choisir 3 sur... Marron. Marron. Ouais, celui-là, j'aime bien. Marron, tout ce qui est un peu blanc, assez beige. Là. Ouais, le beige. Ouais. Et après, c'est sûr qu'il faut ressortir une couleur assez qui claque assez. Le jaune ou l'orange. Enfin, moi, perso, ça serait plus l'orange. Jaune-orange, ouais. Jaune. Ouais, donc on aura un truc un petit peu comme ça. Ouais. Je pense que j'ai travaillé à peu près avec tous les voisins qui sont autour de moi, que ce soit Bureau Baroque pour réaliser le présentoir. On a travaillé également avec Femer sur le prototypage d'une chaussure en cuir de poisson qui est juste ici. Voilà. Si Camille a été choisi pour faire partie de la pépinière de Darwin, c'est parce que lui aussi partageait les valeurs de l'écosystème. Pour inventer ses collections, il a une méthode très darwinienne. Pour chaque collection,
je pars avec mon équipe dans un nouveau pays pour vivre un road trip en fait et aller capturer des inspirations qui vont orienter la collection. Donc par exemple, pour la collection de l'hiver dernier, on est parti en Alaska sur les traces du film Into the Wild, ce qui m'a notamment inspiré un nouveau modèle, le modèle Alaska, qu'on retrouve, voilà, c'est ce modèle-là, qui reprend les coordonnées GPS du bus et le message Happiness Only Rare, One Share. Les chaussures de Camille ne sont vendues que sur Internet. Et pourtant, ces baskets de Globetrotter sont expédiées depuis Darwin vers les 5 continents. Le voisin de Camille, celui qui s'était pour un moment changé en conseiller artistique pour baskets de voyageurs, c'est William Ripley. Ce Bordelais de 27 ans, petit-fils de viticulteur, veut renouveler ce secteur d'activité qui a fait le prestige de la ville dans le monde entier. William a eu une idée simple. Remettre au goût du jour les vieux cubiténaires de vin. On avait remarqué que les cubis souffraient un peu de préjugés, d'abord sur la qualité du vin, et également d'un problème d'esthétique. Ils étaient un petit peu ringards, et une clientèle un petit peu jeune, un petit peu branchée, avait du mal à passer au cubi. Donc l'idée, c'était sous une marque française, une marque assez sympathique, sous le nom de Cubiton, pouvoir proposer un nouveau design, différents designs, d'ailleurs un choix de design, et des vins évidemment de qualité. Mais lorsqu'il a lancé Cubiton, William était loin des standards exigeants des entreprises de l'écosystème. Accompagné par Darwin, il a dû repenser une partie de son activité. Désormais, il propose du vin issu de l'agriculture biologique, et même le carton du Cubi Design est désormais recyclé. Ça nous a aidé d'être à Darwin. On a notamment pris conscience que le Made in France était quelque chose d'important. Donc cette année, on a fait fabriquer tous nos produits, les emballages, les cartons en France. Donc je crois qu'en termes de circuit court, on ne peut pas faire mieux. Nos entrepôts sont à quelques centaines de mètres d'ici. On fait même fabriquer nos cartes de visite là-bas à 800 mètres avec un prestataire qui les fait sur place. Donc au maximum, vraiment, c'est du circuit court, c'est du local. Et c'est vraiment ce que peut nous permettre de faire Darwin. Mais la première exigence de William, c'est la qualité du vin qu'il propose dans ses petits cubiténaires. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Thomas, un vigneron de la région. Et Thomas n'a pas vraiment ni l'apparence, ni le discours que l'on attendrait d'un vigneron bien de chez nous. Encore une fois, à Darwin, c'est toute l'économie qui se réinvente. On veut des vins qui réveillent les papilles, qui soient énergiques, qui aient de l'intensité. Et le Cabernet Franc, sur les calcaires qu'on a, on a fait le pari que ça allait fonctionner très bien. On a déjà des parcelles anciennes qui fonctionnent bien, on en veut beaucoup plus. Donc on replante depuis 5-6 ans des Cabernet Franc sur des très très bons terroirs parce que ça ne mérite pas les terroirs moyens. Il faut vraiment mettre sur les terroirs top. William achètera donc peut-être le Cabernet de Thomas. Les dégustations sont prévues dans les prochains jours. Mais en attendant, comme tous les jeunes entrepreneurs, il fait un peu tous les métiers dans son entreprise. Cet après-midi, il devient le livreur de son propre produit. Être à Darwin lui offre un sérieux avantage. Il peut vendre son vin sur place, dans l'épicerie bio de l'ancienne caserne. Salut Cécile. Ça va? Ça va bien toi? Super. Bon bah écoute, voilà les petits cubitons, je crois qu'il n'y en avait plus, c'est ça? Non, écoute, on était en rupture là depuis quelques jours, donc ouais. Super. Comme le vin est bio, c'est fabriqué en France, en sud-ouest, tout ce qui est emballage, ça avait du sens, je pense, ça correspondait quand même aux valeurs de l'épicerie. Je crois que la clientèle est assez satisfaite et répond bien à cette offre, puisque ça part bien. La petite entreprise de William s'est vite développée. Après seulement 2 ans d'existence, on trouve ces petits cubis branchés dans toute la France, et même en Autriche, et jusqu'à l'île Maurice. Derrière leur look de surfeur et leur skateboard, mes nouveaux habitants participent d'un nouveau monde en train de s'écrire.
Ils proposent de nouveaux modèles d'entreprise, plus respectueuses des êtres humains et de l'environnement. Et leurs idéaux ne s'arrêtent pas à de simples discours. Je les observe tous les jours, et tous les jours, ils créent des richesses. Chaque mois, de nouveaux travailleurs viennent s'établir. Et ça n'est pas près de s'arrêter. Il paraît même que dans quelques temps, dans mes murs, des habitants pourront venir s'installer. Philippe Barr, le créateur du projet Darwin, n'est pas un adepte des réunions formelles à répétition. Pourtant, ce matin, le sérieux est de rigueur. Il a rassemblé les membres de l'équipe d'architectes qui travaillent à Darwin. Il s'agit d'avancer sur son nouveau projet et sur l'avenir de la caserne. Tu n'es ni à Berlin, ni à Paris, ni à Londres. Donc tu n'as pas un public de jeunes énormissime en passage à Bordeaux. Tu en as. Il n'a pas de réponse satisfaisante aujourd'hui, mais c'est quand même surtout des jeunes qui iront là-dedans. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu puisses offrir une offre traditionnelle. Lorsque la ville de Bordeaux a lancé un appel d'offres pour réhabiliter les anciens magasins généraux sud de la caserne Niel, les géants du secteur immobilier ont tenté leur chance. Pourtant, c'est l'équipe de Darwin qui a remporté le marché avec un projet alternatif et innovant. Le bâtiment sera bientôt rebaptisé. Ce sera les magasins généreux. Les magasins généreux, c'est un programme complémentaire du programme qui est installé ici. On va avoir des ateliers d'artistes, des ateliers de production, d'artisanat, un hôtel, de la pédagogie avec une école, de l'habitat participatif, notamment avec un principe sur la colocation. Voilà, quelques commerces également. On est en pleine réflexion. On est en train de retravailler justement ce programme que l'on appelle la Sentinelle, qui va être un hôtel un petit peu d'un nouveau genre, entre hôtel et auberge de jeunesse. Ici, on a les anciennes Albas qui vont être une salle polyvalente en fait. La halle jumelle que l'on va garder que l'on va réparer, juste rénover, mais que l'on ne va pas changer de fonction. On va garder cette grande agora. Et puis à l'arrière, on va déposer les toitures pour venir densifier sur la dalle du premier étage pour un programme justement qui est à travailler en ce moment. Après la réunion, il est temps pour l'équipe de se faire une idée de leur projet in situ. Sur ces bâtiments, 150 ans de travaux et d'usure se sont déjà accumulés, et les contraintes sont nombreuses. Donner corps aux rêves de Philippe Barr, c'est la tâche de Chloé Baudard et des architectes du projet. On envisage de mettre une passerelle pour aller des bâtiments qui sont en front de quai jusqu'au bâtiment arrière, mais... Ça pose aucun problème, il n'y a aucun problème. Enfin, ça, pour le coup, c'est pas un problème structurel. Il faut qu'on trouve le dessin de cette passerelle. Ça, il n'y a pas de problème pour creuser ce mur. On viendra le tenir avec... Il y en a pour un paquet d'oseille. Je suis d'accord. Puisque Magasin Généreux raconte une histoire qui est une générosité d'usage et une générosité de lieu. Donc déjà par une programmation multiple, c'est-à-dire des logements, une fabrique culturelle, une auberge, des lieux alternatifs, offrir beaucoup de surface avec des usages qui ne sont pas forcément définis. Donc des lieux très appropriables, facilement réversibles, occupés, mouvants. Et donc généreux veut dire aussi cette générosité et de programme et de surface. La conception de ces magasins généreux n'est donc pas encore tout à fait finie. Il n'est d'ailleurs pas si facile de se figurer le résultat, à voir les actuels hangars qui serviront de structure à ce nouveau projet urbain. Pourtant, l'esprit y est déjà. Donc là, on voit dans ces albas le potentiel. On y organise d'ores et déjà beaucoup de choses avec très peu de moyens. Là, par exemple, c'est
Libération, sur 3 jours, qui organise des conférences débats sur l'économie sociale et solidaire. Le week-end dernier, il y avait le mouvement Kino qui organisait son Kinorama. Il y a 15 jours, c'était le festival Ocean Climax qui organisait ses conférences. Il y a une partie dédiée au BMX, des œuvres d'art qui sont installées. On vient d'entendre un bruit de scie sauteuse, c'est les ateliers bois coopératifs qui sont juste derrière. Donc on voit que ces lieux ont beaucoup de générosité, qui peuvent accueillir énormément d'activités possibles. C'est cette diversité des activités et la volonté de respecter l'environnement qui a toujours guidé Philippe Barre dans la conception de Darwin. Et du coup, son projet de réhabilitation de la caserne militaire a été salué par les institutions, jusqu'à l'ONU. En 2009, le programme des Nations Unies pour l'environnement a même primé Darwin pour son projet de rénovation écologique du patrimoine historique. Voilà, c'est comme ça que de vieilles casernes militaires désaffectées, je me suis retrouvé un week-end de septembre à accueillir 15 000 personnes de Bordeaux et d'ailleurs pour un festival. Et les Darwiniens avaient vu les choses en grand ce jour-là. Leur objectif était de faire un large événement pour sensibiliser le public à une cause qui leur tient à cœur, la sauvegarde des océans. À très bientôt. Philippe Barre devenait un organisateur d'événements avec un drôle de sac à dos jaune vissé sur les épaules. Un homme pressé. Ben, est-ce que tu sais si François est sur le site? Manu pour Philippe. Manu pour Philippe. Comment ça va, vous vous tiendrez le coup, tu crois? On va tenir le coup, on n'a pas le choix. Évidemment, un festival à Darwin ne pouvait pas s'organiser sans une bonne dose de sport de glisse. Dans les ateliers, ils avaient construit cette immense rampe de skateboard que seuls les plus courageux ont osé pratiquer. Mais ce festival a surtout été l'occasion de faire venir des scientifiques et des élus pour débattre devant le public des grands enjeux environnementaux. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui a soutenu le projet Darwin depuis son origine, était venu, en voisin, faire entendre sa voix. On est content qu'il y ait une résonance avec tous ces gens qui viennent. D'abord, c'est le public. Moi, ce qui m'a touché dans les 2 derniers jours, c'est la venue d'Hubert Reeves, grâce à qui on s'est engagé dans ce combat en 2001. La venue de Tom Curran qui m'a fait rêver. Donc voilà, c'est des gens comme ça qui nous inspirent, et quand ils viennent ici, bien sûr, c'est une reconnaissance énorme pour nous, on est honorés. Après, les politiques, il y a des politiques avec qui on a une certaine affection. Alain Juppé qui nous soutient depuis le début. C'est plus l'homme politique qui fait qu'on est liés, c'est une aventure humaine. Et puis, au-delà de l'aventure humaine avec Alain Juppé, les hommes et les femmes politiques de tous bords étaient venus au rendez-vous. On y a vu l'actuel ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, et Corinne Lepage, qui a occupé cette fonction et qui milite pour les causes écologiques au sein de son parti CAP 21. D'ailleurs, ce vendredi-là, Philippe Barre a tenu à lui faire visiter les moindres recoins de la caserne. C'est vraiment la preuve de ce que la transition est possible et que ça marche. C'est d'abord qu'on peut faire coexister sur un même espace des entreprises, des COP, des assos, etc. Que deuxièmement, on peut faire coexister de l'ancien du moderne, avec des vrais critères en termes d'économie d'énergie. Et que tout cela donne beaucoup de dynamisme, beaucoup de vie et beaucoup d'envie. Les gens qui sont là donnent l'impression qu'ils sont heureux d'être là. Le public est aussi venu en grand nombre pour profiter de mes murs, pour se détendre dans le restaurant, jusqu'à ce que, la nuit tombée enfin, les concerts rassemblent une foule immense.
Sur l'ancienne place, où chaque jour, l'armée levait le drapeau français au son de la Marseillaise, flottait maintenant un air de fête. Une autre musique était jouée, comme une grande célébration en l'honneur d'une autre société, d'un possible qui s'écrit au quotidien et d'un avenir qui se voudrait meilleur. Un documentaire signé Ludivine Lopez, François-Xavier Couture et Mathieu Notin. Les caméras de Public Sénat s'étaient donc installées à Bordeaux pour ce premier numéro de La France qui réussit. Vous l'avez compris, le maire Alain Juppé a soutenu ce projet dès le départ et nous l'avons rencontré il y a quelques jours. Monsieur Juppé, vous êtes skater, vous faites du skateboard? Non. Vous auriez aimé en faire? J'ai fait beaucoup de jogging, mais sur les planches, je suis moins stable. Oui, j'aurais aimé en faire, mais j'aime bien les sports de glisse. J'ai fait de la planche à voile, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, on est là pour parler d'un projet extraordinaire qui a émergé à Bordeaux, qui s'appelle le projet Darwin, mais avant d'y venir, je voudrais que vous nous disiez deux mots sur la réhabilitation, parce que Darwin se trouve sur la rive droite de la Garonne, et la rive gauche de la Garonne a été non seulement rénovée, mais en plus, je crois que le quai des Chartrons est aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin bref. Mais la rive droite, elle a pris un peu de retard dans sa réhabilitation. L'esprit du projet que j'ai développé pendant ces 20 dernières années, c'était d'abord relier les deux rives par un système de tramway qui a tout changé, et deuxièmement, tourner la ville à nouveau vers son fleuve, d'où l'aménagement des quais, qui est je le dis sans forfanterie, mais un succès unanimement reconnu. Et puis le développement de la rive droite. Nous avons déjà fait une grande ZAC, comme on dit dans le langage administratif, et surtout construit un nouveau pont qui relie les deux rives et engager de nouvelles opérations qui vont poursuivre cette transformation de la rive droite dans laquelle se situe la pépite de Darwin. Alors c'est quand même 150 emplois directs par ces promoteurs du projet Darwin. Il y a une pépinière d'entreprise, il y a beaucoup d'activités qui sont aujourd'hui agrégées sur le projet Darwin. Ça s'est passé comment ça? Ça a été facile à monter? Parce qu'on sent que l'administration, effectivement, a peut-être eu un peu de mal à suivre. Hein. Non, pas vraiment, on leur a fait confiance. Hein. Ce qui me frappe d'abord, et c'est ça qui m'a séduit au départ, c'est que ce sont des entrepreneurs. Hein. Ce n'est pas simplement des doux rêveurs, ce sont des entrepreneurs qui investissent leur argent et qui cherchent à créer de la richesse et de l'emploi. Et ça se traduit notamment par la présence de nombreuses entreprises, comme vous l'avez dit, sur Darwin. Il y a plusieurs pépinières. Il y a une pépinière qui est portée par la ville, puisque la ville de Bordeaux a investi dans cette pépinière. Il y a un incubateur qui relève de Darwin. Il y a même une pépinière de femmes, les pionnières, qui ont créé une pépinière d'entreprises féminines. Et ça a connu tout de suite un énorme succès. Pour une autre raison, ce sont des entrepreneurs, mais aussi ils ont le talent, je dirais presque la magie, de créer une ambiance, de créer une atmosphère, de créer une convivialité. Et donc quand on va à Darwin, on ne va pas dans des bureaux classiques, on va dans un lieu où il se passe quelque chose et où vraiment tout est partagé, si vous voulez. C'est ça qui m'a aussi un petit peu fasciné. Sur place, d'ailleurs, on comprend ça, parce que c'est à la fois effectivement un lieu d'activité où il y a beaucoup d'entreprises, on va y revenir, mais c'est aussi un lieu de fête. Il y a en permanence, vous étiez au festival, je crois, au mois de septembre, donc on voit que c'est un double lieu, c'est à la fois de la culture, de l'entreprise, de l'initiative, et puis on reviendra à l'aspect écologique. C'est ça qui est assez fascinant, c'est ce talent de créer du lien. Alors par exemple, ils ont créé un restaurant dans cette halle, là, difficile de décrire le lieu, vous l'avez vu, il est assez fascinant. C'est devenu très rapidement l'endroit où il faut être le dimanche pour aller bruncher. Donc avec un public très, très divers, beaucoup de familles. C'est pas simplement de jeunes étudiants ou de jeunes travailleurs qui viennent là, entre copains ou copines. Non, il y a des familles avec des enfants, un peu toute la société bordelaise qui se retrouve là pour bruncher. Et puis là... Vous y allez? Oui, bien sûr, j'y vais assez souvent. Alors c'est assez particulier comme lieu quand même, parce qu'on y boit de la bière. Vous voyez, à Bordeaux, c'est un lieu où on boit de la bière. Ils vont même créer une brasserie sur place. Ah oui? Il y a une bière Darwin, ils vont la fabriquer sur place. On a le sentiment que Darwin est un lieu qui est fondamentalement écologique, que l'économie verte est ce qui dirige essentiellement cette pépinière d'entreprise qu'ils ont mise au point. Donc est-ce que vous-même, vous vous sentez très investi dans cette vision écologique du développement de votre ville? Moi, je suis un écolo, c'est bien connu. Hein.
depuis mon séjour au Canada en particulier. Donc je suis absolument convaincu qu'il y a là à la fois un défi et une chance majeure. Et c'est vrai que toutes les équipes de Darwin sont très investies dans cette vision d'une nouvelle économie et d'une nouvelle croissance. Alors ça se manifeste de différentes manières. D'abord par l'accueil d'entreprises qui se dédient à l'économie circulaire. Hein. On y fait du recyclage. Ensuite, par une épicerie bio, naturellement, c'est incontournable. Et puis par leur état d'esprit général, ils sont en plein dans ce que j'appelle, moi, la bonne croissance. Hein. Comment inventer une nouvelle croissance qui ne soit pas celle des années des 30 glorieuses, hein, et que je caractérise souvent par 3 ou 4 adjectifs. Il faut qu'elle soit sobre, c'est-à-dire qu'on gaspille moins de ressources non renouvelables, hein, et ils sont très axés là-dessus, bien sûr, sur l'énergie, sur l'eau, sur les déchets. Ensuite, elle sera circulaire. Nous avons vécu quand même dans un monde de gaspillage, pas simplement d'énergie ou de ressources rares, mais de tous les produits que l'on consommait. Et là, ils ont cette préoccupation, évidemment, du recyclage. Ce qui est très important aussi chez eux, c'est cette philosophie, alors j'ai du mal à la définir, mais de l'économie du partage. Hein. Tout est en train de changer dans les modes de production, dans les modes de consommation. Et grâce à la 4e caractéristique de cette croissance, c'est-à-dire l'omniprésence du numérique, hein, qui va nous permettre de mieux gérer les ressources rares. On va, avec des compteurs intelligents, économiser l'énergie, mieux se déplacer aussi avec des applications numériques. À Bordeaux, on va recevoir bientôt le congrès des transports intelligents. Vous voyez, c'est intelligent partout maintenant. L'intelligence est au pouvoir. Donc ils ont cette approche des choses qui est très innovante et très, très séduisante. Alors si on est bordelais ou si on est de passage à Bordeaux, pour vous rencontrer, il faut aller bruncher au projet Darwin. Bon, je ne dirais pas que j'y vais tous les dimanches, mais enfin vous avez une forte chance de m'y trouver, soit le dimanche, soit en semaine, parce qu'ils font beaucoup de choses et j'avoue qu'on y est bien. Voilà. Comme je le disais, l'esprit d'entreprise, cette préoccupation de l'environnement dans le sens large du terme, et puis surtout ce talent à créer une atmosphère. C'est ça peut-être qui caractérise le mieux Darwin et qui ne se définit pas par des mots, qui se vit. Donc rendez-vous à Darwin si vous voulez. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce premier numéro de La France qui réussit. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines sur Public Sénat. Public Sénat et Groupama vous ont présenté La France qui réussit.